Mes chers auditeurs, je vous invite aujourd'hui à un voyage dans le temps, non pas vers les champs de bataille ou les palais royaux, mais dans les coulisses feutrées d'une société obsédée par les apparences. Nous sommes en 1853 et la France, sous le règne de Napoléon III, se bat des fastes du Second Empire. C'est une époque de progrès fulgurants, de bals somptueux et de fortunes nouvelles, mais aussi de conventions rigides, d'une morale publique implacable et d'une hypocrisie sociale qui érigeait le secret en art de vivre. Loin des boulevards haussmanniens en construction, dans l'élégant faubourg de Saint-Cloud, un manoir respectable abritait une famille en apparence irréprochable. Mais derrière les rideaux de velours et les façades de pierre, un schéma troublant se dessinait, une série de disparitions qui, des décennies plus tard, allaient révéler l'abîme de cruauté que l'on peut cacher au nom de la respectabilité. Ce sont les carnets d'une gouvernante oubliée qui nous ont livré cette histoire, un dossier retrouvé qui nous force à regarder au-delà des masques. Le Second Empire, cette période de 20 ans qui vit la France se transformer sous l'impulsion de Napoléon III, était une ère de contrastes saisissants. Paris se modernisait à marche forcée, ses rues étroites laissant place à de larges avenues, ses immeubles insalubres aux élégants immeubles haussmanniens. La bourgeoisie, enrichie par l'industrie et la finance, aspirait à la noblesse, adoptant ses codes, ses manières et surtout son obsession pour la respectabilité. L'apparence était tout. Une tache sur la réputation d'une famille pouvait signifier la ruine sociale, l'ostracisation, la perte de tout ce qui avait été si durement acquis. Les scandales étaient étouffés, les secrets enterrés, et les façades polies dissimulaient souvent des réalités bien plus sombres. C'était une époque où l'on construisait des empires industriels et des fortunes colossales, mais où l'on pouvait aussi détruire une vie pour un murmure, une rumeur, une indiscrétion. Dans ce théâtre social où chacun jouait un rôle, la vérité était une monnaie dangereuse, et le silence, une arme redoutable. À quelques lieues de Paris, dans la verdoyante commune de Saint-Cloud, se dressait le manoir des Tilleuls. Une imposante bâtisse de pierre blanche, flanquée de tourelles discrètes et entourée d'un vaste parc aux allées sinueuses. Son nom, tiré des majestueux tilleuls qui bordaient son allée principale, évoquait une sérénité bucolique, un havre de paix loin de l'agitation parisienne. Mais malgré sa beauté classique et ses jardins méticuleusement entretenus, une atmosphère particulière planait sur le manoir. Une sorte de silence pesant, une discrétion excessive qui, pour les rares voisins, confinait au mystère. Les fenêtres, souvent closes, semblaient garder des secrets, et les hauts murs d'enceinte, recouverts de lierre, protégeaient non seulement l'intimité de ses occupants, mais aussi, peut-être, leurs ombres. Le manoir des Tilleuls était un écrin, un refuge, mais aussi une prison dorée où les apparences étaient maintenues à tout prix. C'était là que résidait la famille Dubois-Fouquet. Monsieur Henri Dubois-Fouquet, un homme d'affaires prospère dans le textile, avait fait fortune grâce aux commandes de l'armée et aux nouvelles modes du Second Empire. Il était le prototype du bourgeois parvenu, soucieux de son ascension sociale, de sa fortune et de son image. Sa femme, Madame Geneviève Dubois-Fouquet, était une femme d'une beauté froide et d'une élégance irréprochable. Elle était la gardienne du temple familial, l'architecte de leur respectabilité. Son obsession pour la perfection et la discrétion était légendaire. Le couple avait 2 enfants, un garçon, Édouard, âgé de 3 ans, et une fille, Céleste, de quelques mois. Ces enfants, symboles de leur réussite et de leur lignée, étaient au centre de toutes les attentions, mais aussi de toutes les angoisses de Madame Dubois-Fouquet. Leur avenir, leur santé, leur image, tout devait être impeccable, sans la moindre faille. Dans les familles de l'aristocratie et de la haute bourgeoisie du XIXe siècle, la pratique de confier les nourrissons à des nourrices était monnaie courante. C'était une tradition, une nécessité sociale, et parfois même une question de mode. Les mères, souvent soucieux de leur silhouette et de leurs obligations mondaines, déléguaient volontiers cette tâche intime à des femmes de la campagne, robustes et saines, dont le lait était réputé meilleur que celui des mères citadines. Ces nourrices, souvent arrachées à leurs propres enfants, vivaient au manoir, vêtues de leurs costumes régionaux, symboles vivants de la fertilité et de la bonne santé. Elles étaient des figures essentielles, mais aussi des étrangères, des intruses dans l'intimité familiale, dont la présence était tolérée tant qu'elles remplissaient leur rôle sans poser de questions. Leur statut était précaire, leur voix inaudible et leur sort entièrement entre les mains de leurs employeurs. C'est dans ce contexte que les premiers murmures commencèrent à circuler, d'abord à peine audibles, puis de plus en plus insistants. Les nourrices du manoir des Tilleuls avaient une fâcheuse tendance à disparaître. La première, une jeune femme robuste nommée Jeanne, originaire de Bretagne, fut renvoyée après quelques mois, officiellement pour mauvaise conduite. Puis ce fut le tour de Marguerite, une Auvergnate au sourire franc, qui, selon la rumeur, aurait contracté une fièvre des marais et aurait été renvoyée chez elle pour se soigner.
Mais personne ne la revit jamais. Ses départs abrupts, ses explications évasives auraient dû alerter. Mais la famille Dubois-Fouquet était puissante, son influence s'étendait loin. Les quelques questions posées par des voisins curieux furent rapidement étouffées par des dons généreux aux œuvres de charité locales ou par des menaces voilées. Les rumeurs s'éteignirent, remplacées par un silence respectueux, mais teinté d'une légère inquiétude. Le fil de cette histoire, longtemps perdu dans les limbes de l'oubli, nous a été rendu par la découverte fortuite de plusieurs carnets. Des carnets reliés de cuir usé, aux pages jaunies par le temps, dissimulés derrière une fausse cloison dans l'ancienne chambre de la gouvernante. Ils appartenaient à mademoiselle Léonie, une femme discrète et dévouée qui avait servi la famille Dubois-Fouquet pendant plus de 20 ans. Léonie était l'ombre du manoir, une présence constante mais effacée, observant tout sans jamais être vue. Elle avait commencé à tenir ses journaux intimes bien avant l'arrivée des enfants, y consignant les menus, les visites, les dépenses, mais aussi, avec une précision méticuleuse, ses observations sur la vie de la famille. C'est dans ces pages, écrites d'une main fine et régulière, que la vérité, patiemment, a commencé à se dessiner. Les premières entrées de Léonie concernant les enfants étaient pleines d'une tendresse maternelle. Elle décrivait la joie de Madame Dubois-Fouquet à la naissance d'Édouard, puis de Céleste. Mais très vite, le ton changeait. Léonie notait la fragilité des enfants, leurs pleurs incessants, leur développement lent. Elle s'étonnait de la discrétion excessive de Madame Dubois-Fouquet concernant leur santé, des visites secrètes du médecin de famille, le docteur Moreau, et des remèdes étranges administrés aux nourrissons. Madame insiste pour que les enfants ne soient vus par personne, même pas par les autres domestiques, écrivait-elle. Le docteur Moreau vient la nuit, et ses ordonnances sont toujours brûlées après usage. Il y a quelque chose d'étrange dans cette maison, une atmosphère de secret qui pèse sur tout. Léonie, femme de bon sens et d'observation, sentait que quelque chose n'allait pas, mais elle ne pouvait encore mettre le doigt dessus. Au fil des mois, les notes de Léonie devinrent de plus en plus préoccupantes. Elle décrivait les enfants comme des êtres éthérés, aux yeux trop grands, au corps trop frêle. Édouard, à 3 ans, ne parlait presque pas et marchait avec difficulté. Céleste, à 1 an, ne tenait pas sa tête et semblait constamment souffrir. Léonie soupçonnait une maladie, une affection grave que la famille s'efforçait de cacher. Le docteur Moreau parle de faiblesse constitutionnelle, mais ses yeux disent autre chose, notait-elle. Madame est obsédée par le silence, par l'idée que personne ne doit savoir. Elle répète sans cesse que la réputation de la famille est en jeu. Les enfants étaient maintenus dans une isolation quasi totale, leur chambre transformée en sanctuaire où seule Madame Dubois-Fouquet, le docteur Moreau et les nourrices avaient le droit d'entrer. Léonie, elle-même, n'était autorisée à les voir que sous la surveillance étroite de Madame. C'est dans les pages les plus sombres des carnets de Léonie que la terrible vérité éclata. La famille Dubois-Fouquet portait un secret génétique, une tare héréditaire qui se manifestait chez les enfants. Édouard et Céleste souffraient d'une maladie dégénérative rare, une affection qui déformait leur corps, ralentissait leur esprit et condamnait leur existence à une lente déchéance. Dans la société du Second Empire, une telle maladie était une honte indicible, une tache indélébile sur le blason familial. Elle signifiait la fin d'une lignée, la ruine de la réputation, l'anéantissement de tous les efforts d'ascension sociale. Madame Dubois-Fouquet, plus que quiconque, était terrifiée par cette révélation. Elle ne pouvait accepter que ses enfants, symboles de sa perfection, soient ainsi marqués. Le secret devait être gardé à tout prix, même au prix de vies innocentes. Les nourrices, par la nature même de leur fonction, étaient les premières à découvrir l'horrible vérité. Elles passaient leurs journées et leurs nuits auprès des enfants, les nourrissant, les soignant, les observant. Elles virent les corps se déformer, les esprits s'éteindre, les souffrances silencieuses. Elles comprirent que les enfants n'étaient pas simplement faibles, mais atteints d'une maladie qui défiait toute explication et toute guérison. Leur cœur de mère, même si elles étaient séparées de leurs propres enfants, ne pouvait rester insensible à une telle tragédie. Elles commençaient à poser des questions, à murmurer entre elles, à exprimer leur inquiétude. Et c'est là qu'elles devinrent un danger. Des témoins, des dépositaires d'un secret qui devait rester enfoui à jamais. Madame Dubois-Fouquet, animée par une peur panique de la disgrâce sociale, élabora un protocole de silence d'une cruauté méthodique. Chaque nourrice qui découvrait la vérité ou qui montrait des signes d'inquiétude trop prononcés était marquée. Elle était observée, ses paroles écoutées, ses mouvements surveillés. Madame ne pouvait se permettre le moindre risque, la moindre fuite. Son plan était simple et impitoyable, faire disparaître toute trace, toute preuve, tout témoin. Les nourrices n'étaient pas des êtres humains à ses yeux, mais des obstacles à la préservation de son image, des pions à sacrifier sur l'échiquier de sa respectabilité.
Les carnets de Léonie décrivent avec une précision glaçante les méthodes employées pour faire disparaître les nourrices. La première, Jeanne, fut renvoyée avec une somme d'argent et une lettre l'informant que sa famille avait besoin d'elle d'urgence. Mais la lettre était un faux, et Jeanne fut interceptée sur le chemin du retour, emmenée vers une destination inconnue, probablement un asile de campagne ou une maison de correction où sa parole n'aurait aucun poids. Marguerite, la deuxième, fut victime d'un accident dans les escaliers du manoir, une chute fatale qui fut rapidement classée comme un regrettable incident. Léonie, qui avait vu Madame Dubois-Fouquet rôder près des escaliers juste avant l'accident, nota ses doutes dans son carnet. D'autres furent simplement dispensés et ne revinrent jamais de leur voyage vers leur famille. Les corps, s'il y en avait, étaient discrètement enterrés dans les vastes jardins du manoir ou jetés dans la Seine, emportés par le courant. Le silence était absolu, et la famille Dubois-Fouquet continuait de briller dans les salons parisiens, sa réputation intacte. Le manoir des Tilleuls, avec ses murs épais et ses domestiques silencieux, devint le complice de ces crimes. Le docteur Moreau, le médecin de famille, était le premier maillon de cette chaîne de complicité. Il signait les certificats de décès falsifiés, attestait des maladies imaginaires et fournissait les remèdes qui, parfois, servaient à endormir les victimes. Le majordome, M. Dubois, un homme froid et loyal, organisait les départs des nourrices, veillant à ce que tout se passe sans accroc. Les autres domestiques, terrifiés par la puissance de Madame Dubois-Fouquet et par les rumeurs qui couraient, fermaient les yeux, se taisaient et obéissaient sans poser de questions. Le manoir était à huis clos, un monde où la peur régnait en maître et où la survie dépendait du silence. Léonie, la gouvernante, se retrouva prise au piège dans cet enfer. Chaque disparition la rongeait un peu plus. Chaque ligne écrite dans son carnet était un poids sur sa conscience. Elle voyait la cruauté de Madame Dubois-Fouquet, la souffrance des enfants et le destin tragique des nourrices. Elle savait qu'elle était la prochaine sur la liste si elle laissait transparaître le moindre signe de dissidence. Son dilemme moral était déchirant. Parler et risquer sa vie, ou se taire et devenir la complice silencieuse de ces atrocités. Elle choisit une troisième voie, documenter. Elle continuait à décrire, de noter chaque détail, chaque date, chaque nom, espérant que ses carnets, un jour, révéleraient la vérité. Son écriture devint plus tremblante, ses observations plus désespérées, mais elle ne cessa jamais d'écrire, transformant ses carnets en un testament silencieux. La dernière nourrice, une jeune femme nommée Adèle, fut engagée en 1858. Elle était vive, intelligente et avait un sens aigu de l'observation. Elle ne tarda pas à comprendre que quelque chose n'allait pas avec les enfants et que les explications de Madame Dubois-Fouquet étaient des mensonges. Adèle, plus audacieuse que les précédentes, tenta de s'enfuir en portant avec elle des preuves, peut-être des lettres ou des objets appartenant aux enfants. Léonie, dans ses dernières entrées, décrivit la panique de Madame Dubois-Fouquet, la chasse à l'homme organisée dans les jardins du manoir et le silence qui suivit. Adèle a disparu, écrivit Léonie d'une main tremblante. Je crains le pire. Madame a un regard de folie dans les yeux. Je dois cacher ses carnets. La vérité doit être connue. Un jour. Ce furent les dernières lignes de Léonie. Son propre destin reste incertain, mais ses carnets, eux, avaient survécu. Léonie, consciente du danger qui la guettait, avait pris ses précautions. Elle avait dissimulé ses carnets dans une cachette ingénieuse, derrière une fausse cloison de sa chambre, espérant que la vérité, un jour, verrait le jour. Son acte de courage, son désir de justice, allait traverser les décennies, attendant le moment propice pour être révélé. Le manoir des Tilleuls continua d'abriter la famille Dubois-Fouquet, qui, en apparence, ne fut jamais inquiétée. Monsieur Dubois-Fouquet continua de prospérer, Madame Geneviève de briller dans les salons parisiens. Leurs enfants, Édouard et Céleste, moururent jeunes, officiellement de faiblesse constitutionnelle, sans que personne ne pose de questions. Le manoir acquit une réputation étrange, un lieu où le silence était trop lourd, où les ombres semblaient plus denses. Les voisins parlaient de malédiction, de tristesse, mais personne n'osait prononcer le mot crime. Des décennies plus tard, le manoir des Tilleuls fut vendu, puis revendu. Les propriétaires se succédèrent, sans jamais soupçonner les secrets enfouis dans ses murs. C'est lors d'une rénovation majeure, au début du XXe siècle, qu'une équipe d'ouvriers découvrit la fausse cloison dans l'ancienne chambre de la gouvernante. Derrière, les carnets de Léonie, enveloppés dans un linge jauni, attendaient patiemment leur heure. Ils furent d'abord considérés comme de simples curiosités. Puis, par un heureux hasard, tombèrent entre les mains d'un historien local, passionné par les secrets du Second Empire. C'est ainsi que, par un concours de circonstances, la voix de Léonie, longtemps étouffée, put enfin s'exprimer.
Les révélations contenues dans les carnets de Léonie eurent un impact dévastateur sur l'image de la famille Dubois-Fouquet. La respectabilité, si chèrement acquise et si férocement défendue, s'effondra comme un château de cartes. Les historiens réévaluèrent la période du Second Empire, montrant comment la façade de progrès et de moralité pouvait cacher des abîmes de cruauté. L'affaire Dubois-Fouquet devint un cas d'étude, un exemple glaçant de la façon dont la peur de la disgrâce sociale pouvait pousser des individus à commettre les pires atrocités. Le manoir des Tilleuls, autrefois symbole de prestige, devint un lieu hanté par le souvenir des nourrices disparues, un rappel sombre des sacrifices humains faits au nom des apparences. L'histoire de la famille Dubois-Fouquet et de ses nourrices disparues est un miroir sombre de la société du Second Empire, où la façade de respectabilité pouvait cacher des abîmes de cruauté et de désespoir. Les carnets de Léonie ne sont pas seulement un registre de crimes, mais un lamento silencieux pour les vies invisibles sacrifiées au nom de l'honneur et de l'apparence. Ce dossier retrouvé nous force à questionner les limites de la moralité humaine et à nous souvenir que, même dans les époques les plus opulentes, les secrets les plus macabres peuvent se cacher à la vue de tous, attendant le moment propice pour être déterrés et confrontés par la vérité. Le poids du secret, la cruauté de l'élite et le pouvoir durable des vérités cachées qui, éventuellement, trouvent leur chemin vers la lumière, sont les leçons que nous tirons de cette tragédie.